En toute franchise, c'est l'invité politique de Christophe Barbier. Bonjour Christophe. Bonjour Léa. Et votre invité ce matin, Cédric O. Cédric O, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Secrétaire d'État à la transition numérique et aux communications électroniques. Une réaction à la une de Libération ce matin. 500 000 dossiers, jusqu'à 500 000 dossiers, auraient été piratés dans des laboratoires pharmaceutiques, peut-être par des pirates turcs. Est-ce que c'est un danger qui nous menace tous ? Alors évidemment, et cela montre bien, mais ce n'est pas malheureusement pas le premier exemple. On a vu les attaques des hôpitaux de Dax, des hôpitaux de Villefranche-sur-Saône ces dernières semaines. La cybersécurité, en tout cas les cyberattaques, sont devenues un véritable problème endémique de notre société. Elles ont été multipliées par 4 entre 2019 et 2020, et ça nous concerne tous. Aujourd'hui, particuliers, entreprises, systèmes hospitaliers, personne n'est à l'abri. Territoriales, personne n'est à l'abri. Et il faut surtout avoir en tête que la meilleure manière de se prémunir de ce genre d'attaque, c'est d'avoir un certain nombre de gestes barrières, éviter de télécharger une pièce jointe de quelqu'un qu'on ne connaît pas, changer son mot de passe, télécharger ces mises à jour. Ce genre de réflexe extrêmement basique doit permettre d'éviter 99% des problèmes. Et il faut que tout le monde en soit conscient parce que c'est devenu un énorme problème depuis quelques mois et quelques années. Les 2 hôpitaux qui ont été piratés, est-ce que l'État a payé la rançon pour récupérer les données et soigner les gens ? Non, on ne paye jamais la rançon pour une raison simple. D'abord, quand vous payez la rançon, vous n'avez aucune certitude d'avoir accès à vos données. Vous n'êtes pas en train de débattre avec des gentlemen cambrioleurs. Ce sont la plupart du temps des mafias dans les pays de l'Est, éventuellement dans d'autres pays. Donc le premier élément, c'est que vous n'êtes jamais sûr d'avoir accès à vos données. Et surtout, payer, c'est entretenir cette cybercriminalité. Et donc, il ne faut pas le faire. C'est pour cela qu'il faut avoir les bons réflexes et les gestes barrières. Ça évite de se retrouver dans des situations extrêmement compliquées. Je rebondis quand même sur ça. C'est que, par exemple, quand on n'a pas fait de sauvegarde ou quand la sauvegarde est compromise, on l'a vu dans le cas de certains hôpitaux, pas les 2 derniers, mais d'autres hôpitaux, c'est 25 années de données médicales qui sont perdues. Ça peut être la même chose pour une TPE, PME, donc les conséquences peuvent être extrêmement graves. Est-ce que nous devons nous inquiéter pour nos données si nous avons téléchargé Tous Anti-Covid ? Non, il n'y a aucun problème si vous avez téléchargé Tous Anti-Covid. Le niveau de sécurité que nous avons mis dans l'application Tous Anti-Covid est extrêmement élevé. L'ANSSI a travaillé sur le sujet, donc il n'y a aucun danger avec Tous Anti-Covid. Où en est-on d'ailleurs de Tous Anti-Covid ? Alors nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 13 millions de personnes qui ont téléchargé l'application, 85 000 ou 86 000 de mémoire qui ont reçu une notification. Donc il y a déjà, on peut estimer scientifiquement qu'il y a un certain nombre de vies qui ont été sauvées, et on travaille à des futurs développements de l'application, notamment pour permettre de rouvrir les restaurants en toute sécurité, mais comme vous l'aurez compris, c'est pas pour tout de suite. C'est-à-dire que l'application prouvant qu'on n'a pas été contaminé, qu'on n'a pas été confronté à quelqu'un de contaminé, pourrait donner accès à des lieux aujourd'hui fermés. Non, c'est un petit peu différent. C'est quelque chose qu'on a vu, qui a été développé en Grande-Bretagne, qui selon l'université d'Oxford a permis d'éviter 600 000 contaminations. C'est quand vous arrivez dans un restaurant, à la place d'un cahier de rappel, vous avez un QR code que vous flashez. Et si le lendemain, le surlendemain, quelqu'un qui a été sur la même plage horaire que vous se déclare positif, alors vous êtes automatiquement prévenu, vous allez vous faire tester. Et c'est un système qui a marché en Grande-Bretagne, qui a marché en Nouvelle-Zélande, et donc on voudrait dupliquer dans le cadre de la réouverture du restaurant. Israël, dans le cadre de sa politique vaccinale, a ouvert ses données au laboratoire pour avoir plus vite des doses. Est-ce que c'est quelque chose que l'opinion française aurait pu accepter ? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a une sensibilité spécifique en France sur la question des données de santé qui est assez légitime. Je pense par ailleurs que les données de santé en France sont quelque chose qui nous procure un avantage concurrentiel parce que elles sont centralisées, elles sont sous la surveillance, en tout cas sous la protection pour une bonne partie de l'assurance maladie. Et je ne pense pas qu'il était nécessaire de le faire pour avoir accès au vaccin. En tout cas, je pense qu'il faut être toujours très prudent sur la question des données de santé. Il faudra probablement un passeport vaccinal pour voyager dans certains pays à l'été prochain. Est-ce que le numérique pourra nous y aider ? Est-ce que l'État pourrait développer une application pour que les vaccinés puissent montrer qu'ils le sont sans qu'on soupçonne un faux ? Alors, à ce stade, comme vous l'aurez compris, le gouvernement français, mais d'autres gouvernements européens estiment que c'est trop tôt pour le passeport vaccinal. Il n'y a pas assez de doses disponibles. Nous n'avons pas encore commencé à discuter de la manière dont le passeport vaccinal se présenterait s'il venait. Une option numérique pourrait évidemment faire partie de la solution. Il faudrait qu'elle soit européenne, à tout le moins, pour être interopérable avec les autres pays, mais à ce stade, on n'en est pas encore là. Alors les partisans de la modernité ont subi un revers avec le rejet du vote par anticipation au Sénat. Est-ce que le gouvernement n'a pas été un peu maladroit dans la manière de présenter les choses aux parlementaires ?
Non, écoutez, je pense qu'il y a eu un petit peu de politique qui a été fait par le Sénat sur le sujet. Il n'y avait pas non plus un bouleversement de la manière de voter qui était proposé. On continuait à se rendre dans des lieux. C'était des machines électroniques qui permettaient de voter une semaine avant. C'est un peu dommage cette attitude de la Chambre haute parce qu'on voit qu'on a une baisse de la participation. Il faut essayer un certain nombre de choses pour augmenter la participation. On n'était pas sur ce qui aurait pu poser vraiment problème, c'est-à-dire le vote pour Internet qui lui pose des vrais problèmes de sincérité du vote parce qu'il peut y avoir des interférences de puissances étrangères. Je trouve que c'est un peu une occasion manquée pour être très honnête. J'espère qu'on redéposera l'amendement à l'Assemblée nationale. Voilà, je pense qu'il faut qu'on modernise les processus électoraux, que ça en faisait partie. Et il est encore temps pour 2022. Ce que vous nous dites ce matin, c'est que si l'Assemblée récupère la chose, on aura peut-être des machines à voter dans des bureaux de vote en 2022. Alors, il y a des procédures législatives, notamment la procédure de l'entonnoir, qui, je ne suis pas certain, comme n'étant pas spécialiste du projet de loi en question, que l'on puisse revenir à l'Assemblée nationale. Mais en tout cas, ce serait, je pense, une bonne chose. Alors, le numérique, ce sont aussi les réseaux sociaux. Jordan Bardella, du Rassemblement national, s'est plaint. Facebook a bloqué son compte parce qu'il a fait des commentaires, notamment en soutenant Génération Identitaire. Alors, de quel côté êtes-vous? De l'homme politique élu national ou bien du côté du GAFA? Je pense qu'il faut être très clair sur ce sujet. J'avais eu l'occasion, lorsqu'il y avait eu la censure de Donald Trump, de m'étonner, ou en tout cas de m'opposer à cette capacité des réseaux sociaux à unilatéralement censurer des hommes politiques, d'ailleurs, ou des journalistes, ou de simples citoyens. Mais il y a une très grande hypocrisie dans la position de Jordan Bardella. Aujourd'hui, que se passe-t-il ? Quelle est la base légale sur laquelle nous agissons? Aujourd'hui, lorsque vous publiez un contenu sur un réseau social, vous êtes dans un espace privé qui ne répond qu'à ses seules conditions générales d'utilisation, qu'il applique ou pas. Et si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller en justice face à ces conditions générales l'application de ces conditions générales d'utilisation. Nous avons, pour modifier cela, introduit dans le projet de loi confortant les principes républicains, un amendement qui dit qu'on mettait sous supervision du CSA la politique de modération des grandes plateformes, précisément pour éviter ce genre de choses. Qu'a fait le Rassemblement national ? Il n'a pas voté cette disposition. Donc on ne peut pas, lorsqu'on est dans les médias, lorsqu'on fait une lettre publique, prendre une position et être complètement inconséquent lorsqu'on vient à voter la loi. Donc soit il y a une forme d'incompétence de Jordan Bardella, soit il y a une forme de très grande hypocrisie, je ne sais pas. En tout cas, s'il veut être conséquent, il fallait qu'il vote cette disposition. Est-ce que les réseaux sociaux peuvent avoir une responsabilité dans les faits divers tragiques de l'Essonne, comme le ministre de l'Intérieur l'a suggéré? Réseau social plus bande, ça donne cette violence? Moi, je me garde de jeter systématiquement la responsabilité sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir une accélération et une diffusion plus forte de la part des réseaux sociaux. Je n'ai pas en tête exactement l'exemple précis que vous évoquez. Ce qui est certain, c'est que les réseaux sociaux ont une responsabilité dans l'accélération de la haine en ligne, au-delà des phénomènes de bande et des phénomènes de communication facilitée, et qu'ils doivent répondre à cette responsabilité. C'est ce qu'on cherche à faire dans le projet de loi confortant les principes républicains. Vous avez également décidé d'écologiser le numérique, d'aller vers un numérique vert. Alors, apparemment, vous voudriez qu'on n'achète plus des smartphones, mais qu'on les loue de manière à chaque fois à rendre le vieux pour qu'il soit recyclé? Non, on n'en est pas encore là. Alors d'abord, dire une chose sur le numérique, c'est qu'il n'y aura pas de transition environnementale sans numérique. On a besoin des blablacars pour pouvoir faire du covoiturage. On a besoin de ce que font un certain nombre de startups comme Back Market pour avoir plus de reconditionnés ou e-commerce. On a besoin d'avoir de l'innovation pour réussir la transition environnementale. Donc, tous ceux qui cherchent à opposer numérique et transition environnementale se trompent. Il faut néanmoins que le numérique fasse des efforts et soit plus efficace environnementalement parlant. Les 4/5 de la pollution générée par le numérique, ce sont les équipements électroniques, les télés, les ordinateurs, les téléphones portables qui sont trop souvent renouvelés. C'est pour ça que dans les propositions que nous avons mises sur la table avec Barbara Pompili, la plupart des propositions se focalisent sur cette question des équipements électroniques. Il faut qu'on renouvelle moins souvent nos téléphones portables. On le fait tous les 2 ans, c'est une aberration environnementale. Ce que nous avons dit, c'est que nous souhaitons regarder l'ensemble des leviers qui nous permettent de renouveler moins souvent les téléphones et qu'il y a la question, effectivement, des téléphones subventionnés qui est sur la table. C'est très compliqué cette question parce qu'il peut y avoir des sujets d'équilibre économique, il peut y avoir des sujets sociaux et donc, à ce stade, ce que nous avons demandé, c'est que nous avons demandé à l'ARCEP d'aller récupérer un certain nombre de données pour objectiver le débat. C'est l'autorité de régulation. Ouais, exactement. Je rappelle que cette demande, c'est-à-dire d'interdire
la subvention des portables par les forfaits est une demande de la Convention citoyenne. Donc nous l'étudions de près. Nous voulons peser l'ensemble des intrants et puis nous prendrons une décision dans les mois qui viennent. Dans un autre domaine, vous avez co-signé hier dans Le Monde, avec d'autres membres du gouvernement et des élus de la majorité, une tribune sur la polémique autour de l'islamo-gauchisme à l'université. Cette tribune est intitulée « Le retour d'un clivage stérile et délétère ». Est-ce que c'est pas plutôt une polémique féconde ? Non, je veux dire, j'ai une forme de malaise par rapport à la manière dont le débat se déroule. On ne peut pas nier qu'il y a une forme de sédimentation des discriminations. On ne peut pas nier qu'il y a une forme historique, d'ailleurs qui naît sur la question israélienne, de proximité malsaine entre une partie de l'extrême gauche et des mouvements d'islam politique qui souvent dérivent d'ailleurs vers l'antisémitisme. Ces éléments sont des faits. Voilà. Ce sont des faits sociaux, des faits historiques qui sont prouvés. Ce qui me gêne dans le débat entre les pourfendeurs de l'islamo-gauchisme et les martyrs de l'intersectionnalité, c'est qu'il y a une forme d'injonction combinatoire à se positionner dans ce débat et d'opposition binaire qui me semble réduire complètement le débat et empêcher l'action publique. À travers ce qu'on a fait avec En Marche, c'est qu'on a voulu sortir des conceptualisations sémantiques entre la droite, la gauche, avec des termes qui étaient de droite ou de gauche et qui empêchaient l'action publique, parce qu'il y avait deux bonnes solutions à droite et à gauche et des vrais problèmes auxquels il fallait répondre, et que je me refuse à me positionner obligatoirement dans ce cadre et dans ce débat. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes. Je pense qu'il faut agir sur la discrimination, il faut agir sur une forme de séparatisme. C'est ce que nous faisons à travers le projet de loi récemment, mais je me refuse à des oppositions binaires sémantiques qui enferment le débat et qui empêchent qu'on puisse traiter les problèmes. Est-ce que vous ne courez pas le risque de minorer l'impact de certaines de ces thèses qui sont fort peu républicaines, le décolonialisme ou le privilège blanc ? Non, parce que ce qu'on fait à travers le projet de loi confortant les principes républicains, c'est qu'on agit. Et j'entends, c'est toujours le reproche qui est fait dès lors qu'on dit c'est un petit peu plus compliqué, on y dit vous êtes naïf, etc. Non, je ne crois pas. Je crois au contraire que l'enfermement sémantique empêche de traiter les problèmes. J'ai commencé par vous dire qu'il y avait un problème avec une proximité philosophique, politique d'une partie de l'extrême gauche avec cette forme d'islam politique. Mais ce n'est pas pour cela que je valide un terme que j'estime à titre personnel fourre-tout. On ne comprend plus exactement. Bien sûr qu'il y a une définition scientifique qui est donnée par Pierre-André Taguieff, etc., etc. Mais je trouve que l'on va au-delà et que à trop rentrer dans ce genre de débat, on oublie ce qu'on doit faire et qu'on empêche l'action publique. Cédric O, merci. Bonne journée. Merci beaucoup.